dessinateur de presse, c'est avec le rédacteur en chef peut-être la seule personne qui est un généraliste qui doit s'exprimer sur tout. Donc je dois à peu près tout connaître, vaste programme, je dois en savoir autant sur l'économie que sur le sport, parfois les people, la politique suisse, la politique étrangère. Et évidemment, pour me faire une opinion, je dois multiplier les points de vue. Et donc, je suis condamné à lire le Tagesanzeiger, la NZZ, le New York Times, la Tribune, le Matin. Après avoir lu et plus ou moins digéré tout ça, je me rends à mon travail l'après-midi. Et là, se pose la question de savoir quel est le sujet que je vais choisir. Ce sujet, il est toujours plus ou moins en adéquation avec le journal. Je suis assez tributaire du journal, assez tributaire surtout de ce que les lecteurs savent, puisque le dessin de presse est une espèce d'intelligence avec le lecteur. Je traite le sujet qui est mis en exergue, et on met toujours en exergue les choses à la page 3, qui est vraiment la page la plus lue du journal. Il est beaucoup plus facile de faire penser les gens, et surtout même de les faire rire sur un sujet chaud. Il y a plus d'émotion, donc plus d'attente, et moi qui suis à la limite dans cet interstice entre journaliste et humoriste, mon boulot sera facilité par l'urgence de l'événement. Je dirais que dans 50% des cas, je prends le sujet qu'il y aura en page 3. Maintenant, il y a des sujets plus difficiles que d'autres, évidemment. Un sujet en économie est toujours plus difficile à traiter. Et là, on touche aussi aux limites du dessin. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'un dessin, on dit plus que 1000 mots. C'est faux. Il dit mieux que 1000 mots, mais évidemment, il nous manque l'exhaustivité. Et souvent, les sujets relativement techniques sont plus ou moins imperméables, sont étanches à l'immédiateté que demande le dessin humoristique. C'est pour ça que je pense que je ne traite quand même pas trop souvent l'économie, tout simplement parce qu'elle est plus difficile à faire passer, et peut-être que les lecteurs renâcleraient plus à aller regarder un dessin d'économie, parce que le dessin, étonnamment, il l'associe à un moment de plaisir. Donc mes critères sont l'immédiateté du sujet, le fait que tout le monde le connaisse. Ce sont aussi les limites du dessin. On ne peut pas dire des choses trop compliquées par le dessin. Et puis, il y a aussi des histoires tout simplement de préférences personnelles. Il y a plusieurs façons de faire du dessin de presse. Historiquement, par exemple, il y avait 3 sortes de dessinateurs de presse. Il y avait le caricaturiste. La caricature est un art qui est né très très tard, aux alentours de 1570, initié par les frères Carracci. Ça s'est développé comme un contre-modèle à l'idéal du beau de la Renaissance, et c'est devenu très mode dès la naissance des journaux, aux alentours de 1750, quand les circonstances ont été favorables pour que le journalisme commence en Angleterre. Donc, il y a le caricaturiste, il y a l'illustrateur, et puisque les journaux sont nés à une époque où il n'y avait pas de photos, donc l'illustration avait absolument tout son sens et tout son rôle. C'est un rôle qui a été de plus en plus abandonné au profit de la photo. Et puis aussi, dès le début du journalisme, il y a eu le dessin de presse éditorialiste, c'est-à-dire le contrepoint amusant à une actualité qui était sérieuse. Pour des raisons pas toujours faciles à expliquer, on a lié le dessin à l'humour, je pense, parce que l'effet comique est peut-être plus facile par le dessin, et c'est devenu le rôle peut-être principal du dessin de presse. On utilise le dessin comme contrepoint à l'austérité du journal, donc on essaie de faire quelque chose de joli, de coloré, qui donnera envie tout simplement aux gens de faire lire l'article qu'il accompagne. Et puis on peut
aussi utiliser le dessin pour essayer de faire de la synthèse. Ça, c'est un très très bel outil que nous permet le dessin, puisqu'on est dans l'espace et pas dans le temps, on arrive à très bien résumer une actualité, et c'est un des rôles prépondérants du dessin de presse. Et pour moi, la chose la plus intéressante dans le dessin de presse, et c'est ma philosophie, mon but ultime est d'essayer de dire quelque chose d'intelligent de manière drôle. Alors, comment faire un dessin réussi ? Ça, c'est un vaste programme et je ne suis pas sûr de savoir y répondre après bientôt 30 ans de carrière. Avec l'expérience, c'est assez amusant. Je sais comment ne pas faire un dessin nul. Je n'ai plus du tout l'angoisse de la page blanche. Donc ça, c'est une belle sécurité. Et la beauté du métier, c'est que si je sais faire un dessin moyen, je n'ai aucune sécurité, aucune assurance de faire un bon dessin. La première règle, il faut être flashy, il faut être explosif. Contrairement à un texte où ça va du lecteur au journal, dans le dessin, c'est le journal qui doit exploser à la figure du lecteur. Donc il y a vraiment ce côté d'explosivité. Et pour qu'il y ait explosivité, évidemment, il faut qu'il y ait immédiateté. On a, je pense, 3/10 de seconde pour convaincre, pour vaincre, pour faire rire le lecteur. Et si on ne l'a pas vaincu dans ces premiers dixièmes de seconde, c'est fichu. Le dessin de presse n'est pas une arme à deux coups. C'est en cela qu'il se distingue énormément du tableau. Il ressemble en cela plus à l'image publicitaire. En linguistique, on différencie la dénotation de la connotation. Il y a le sens premier, puis tous les petits sens poétiques qui viennent après. Eh bien, en dessin de presse, on essaye d'éviter tout ce qui peut parasiter le sens premier pour essayer vraiment de réduire à l'essentiel et d'arriver à un maximum d'impact, un maximum de force. Et maintenant, alors on a des instruments particuliers au dessin de presse pour ça, donc la comparaison entre un avant et un après, entre deux dessins, la contradiction entre un texte et une image. On a plein de petits trucs comme ça, de techniques qui nous permettent de faire une image réussie, mais en l'occurrence, de recettes, il n'y a pas. La question qu'on nous pose presque toujours à nous autres dessinateurs de presse, c'est « peut-on rire de tout ?» Il y a 3 paramètres dans le dessin de presse. C'est de quoi parle-t-on, c'est à qui parle-t-on, et quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est quand peut-on parler de quelque chose. Et je crois que, étonnamment, c'est peut-être le facteur le plus important. Il y a des moments où on ne peut pas parler de tout. L'exemple le plus simple, c'est l'exemple du 11 septembre à New York et l'exemple de Charlie Hebdo. Tout notre environnement est dans le bouleversement. Est-ce qu'on peut rire dans ces moments ? Non, c'est impossible. Donc, la première loi, c'est qu'il est impossible de faire du deuxième degré quand tout le monde est dans le premier degré. Si on fait dans le deuxième degré, ça veut dire « vous êtes triste », je ne suis pas de votre bande, et c'est une façon de s'exclure. Et le dessin de presse, en fait, normalement, est une communion. Faire rire, ça veut dire « je suis avec vous ». Donc, si vous riez sur des personnes pendant qu'elles ne peuvent pas rire, c'est vraiment une façon de se placer parmi l'ennemi. C'est le fameux problème du « avec qui peut-on rire ?» Et alors là, c'est quelque chose de très intéressant, parce que si on suit l'évolution du rire, on voit qu'il était très difficile de rire avec le roi, ça fait 200-300 ans, ou de rire du roi, parce qu'on y risquait sa tête. Maintenant, avec le politiquement correct, on est arrivé exactement à l'inverse, c'est-à-dire qu'on respecte énormément le faible. Et le nouveau sacré, la personne dont on essaye de se moquer le moins possible, eh bien c'est le malade, c'est le pauvre, c'est le mort, c'est l'infirme.
Et puis, quelques variétés particulières. Il s'agit de pondérer, comme par exemple le juif ou le musulman. Peut-on, par exemple, se moquer du juif ? Ça dépend. Peut-on se moquer de la Shoah ? Évidemment pas. Parce que c'est le sacré premier de notre époque. Ce serait ajouter l'ignominie à l'outrage. Et je pense que c'est un sacré qui va perdurer encore pendant longtemps. On pourrait se dire, il serait très bien qu'on puisse en rire un jour, comme on rit actuellement des chrétiens qui étaient jetés au lion. Alors, peut-être, pour autant que justement les plaies se referment, et là, on arrive aussi sur le thème du moment où on peut rire avec quelqu'un. Et alors, le problème, par exemple, c'est que le juif, oui, il a été brimé par le chrétien occidental, mais en même temps, il est de l'autre côté de la force, par exemple, en Israël. Et il arrive des moments assez intéressants où, par exemple, maintenant, on se moque de la force de l'Israélien, et puis on reçoit un retour de balancier de quelqu'un qui dit « mais vous vous moquez du juif ». Et alors, c'est très difficile, justement, de savoir à qui on parle. Est-ce qu'on parle au juif faible, à l'israélien fort ? Enfin, il y a des pondérations qui sont terriblement difficiles à trouver. Donc, le problème du « à qui parler » est toujours quelque chose de très très difficile, puisque l'humour est avant tout une relation. Et ma conception de l'humour, c'est que j'ai envie de faire de l'humour intégratif, de l'humour inclusif et pas de l'humour exclusif. Et pour ça, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'aux limites où l'autre pourra rire avec nous. Et c'est ça qui est très très intéressant. Pour moi, le sommet de l'humour, le plus intéressant phénomène de l'humour est si j'arrive à faire rire sur lui-même quelqu'un qui n'a pas forcément envie de rire de ce sujet ou de lui-même, et si cette personne hésite entre se fâcher et puis rigoler, j'aurai gagné.